bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très attendu, parce que c'est un sujet qui soulève beaucoup de questions, d'enthousiasme et parfois un peu d'appréhension. Le recueil du colostrum en anténatal. Le colostrum, c'est ce tout premier lait précieux et concentré, et il peut être exprimé avant la naissance, d'où le terme anténatal. C'est une pratique encore peu connue en France, parfois entourée d'idées reçues, mais qui peut être extrêmement utile pour certaines familles. Pour en parler, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Caroline, consultante en lactation IBCLC à l'hôpital d'Arras, qui fait partie des bénévoles Allait Écoute comme Hélène. Caroline est aussi sage-femme, elle accompagne au quotidien des parents dans leurs projets d'allaitement et elle est passionnée par ce sujet. Ça tombe bien, nous aussi. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Et bonjour Caroline. Bonjour Hélène, bonjour Cassandre. Bonjour. Alors Caroline, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu as envie de toi, de ton parcours, de ton histoire d'allaitement? On t'écoute. Alors, je suis sage-femme et donc je suis aussi consultante en lactation, donc certifiée IBCLC. J'ai 46 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je travaille à l'hôpital d'Arras depuis bientôt 25 ans. En fait, j'ai toujours bossé à l'hôpital d'Arras. Wow. Voilà, c'est pas très original. Mais donc voilà, donc j'ai commencé mon parcours en tant que sage-femme classique avec des postes en garde, en mater, en suite de couche. Après, on a développé une unité d'HAD, donc j'ai fait pas mal d'HAD, suivi des mamans à domicile en sortie postnatale et en grossesse pathologique. Et donc ça m'avait bien plu de faire ce travail justement d'accompagnement plus personnalisé à domicile. Et puis, donc en 2015, j'ai eu l'opportunité de faire la formation IBCLC grâce au réseau de périnatalité. Donc, c'était pas au Réan à l'époque, mais voilà. Donc, on était toute une petite série de sages-femmes puères de la région à être formées ensemble. Et puis du coup après ça m'a permis au sein de l'hôpital de m'investir encore plus pour la labellisation IHAB. Donc on a eu en 2018 à l'hôpital d'Arras et du coup j'étais participante au comité de pilotage et pour les formations auprès des collègues soignantes voilà, dans le service de mater et de néonat. Donc on rappelle, IHAB, c'est le label Hôpital Ami des bébés où on prône l'allaitement, le pot à pot, plein d'autres choses à mettre en place dans l'hôpital voilà, pour qu'ils soient... pas séparer les mères des enfants. Ouais. Oui, objectif zéro séparation aussi, ouais. Et alors aujourd'hui, c'est quoi ton rôle à Arras ? Et donc du coup, depuis 2021, j'ai pris la place d'une conseillère en allaitement au sein de la maternité, avec aussi une casquette de coordination pour le label IHAB. Et donc du coup, c'est en gros une présence en maternité pour soutenir les mamans allaitantes. Donc les collègues sages-femmes puéricultrices me demandent d'aller voir dans les chambres les mamans qui sont en difficulté. Donc j'ai aussi un rôle de soutien des équipes et de formation auprès des équipes, donc d'auxiliaires de sages-femmes et de puéricultrices. Et du coup, en parallèle, toute la coordination pour l'IHAB avec des formations, avec des relectures de documents, des écritures de protocoles. Et la mise en place de consultations d'allaitement aussi, ça a été un beau challenge. Donc depuis 2020, on a mis en place des consultations d'allaitement donc pour les mamans qui viennent de l'extérieur, enfin qui ont déjà accouché, et parfois aussi en prénatal. Et donc on propose ces petits temps en tête-à-tête. Gratuitement du coup, c'est trop bien.
Et ben pris en charge par la Sécu, ouais, parce que du coup, on l'inclut dans le suivi à l'hôpital. Enfin, une proposition de consultation à l'hôpital. Donc du coup, c'est pris en charge par la Sécurité sociale, ouais. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est génial. Et je trouve que c'est bien que tu formes aussi les équipes s'il y a que toi de conseillère en lactation, parce que c'est vrai que quand t'accouches la nuit, qu'il y a personne, après c'est le week-end, et ben on C'est ça, t'attend ouais. jusqu'au lundi. Ah non, mais de toute façon, on peut pas faire tout seul. Bien C'est pas sûr, possible, ouais. surtout dans une grosse structure. Donc en fait, on est quand même plusieurs consultantes en D'accord. lactation. Enfin, moi, Ok. j'étais formée avec 2 autres infirmières qui sont IBCLC, donc qui n'ont pas pu recertifier, mais qui ont eu quand même la formation de base il y a 10 ans, qui travaillent en consultation prénatale, puisqu'elles sont infirmières, c'est leur parcours. Et puis il y a deux sages-femmes qui ont le DU de lactation humaine et donc qui sont aussi en relais par rapport à moi en présence en maternité. Et il y a aussi 2 puères en néonat qui ont un diplôme DU et une Ouais, IBCLC. vous êtes bien Ouais, équipés. On est quand même Ouais. nombreuses. Ouais. Bon, après, Comme c'est quoi, un- le personnel soignant est formé à l'allaitement, accoucher tout Donc, à en tout cas, Arras. chez nous, oui. Et Ouais. puis, du coup, après, bah, voilà, on a Mm. travaillé ensemble pour pouvoir former les équipes. Et en fait, c'est aussi un des points du label IHAB, justement, d'inciter et de former toujours les équipes, parce qu'on est quand même voilà, obligé de faire évoluer nos pratiques et de se mettre au courant de ce qui est plus adapté aujourd'hui, quoi. Mm. Ce que j'avais trouvé vraiment chouette, donc quand on s'est rencontrés il y a un an, quand tu m'avais expliqué ce que tu faisais, c'est que vraiment, du coup, ton poste est tourné vers l'allaitement et la labellisation. C'est que, enfin, souvent, ce qu'on reproche à l'hôpital ou voilà, c'est que la consultante en lactation est aussi sage-femme, c'est ton cas, mais du coup, elle est censée faire les deux, entre guillemets, c'est-à-dire faire des accouchements et des consultations, et du coup, bah, la priorité, c'est l'accouchement, voilà. Oui, Et c'est du un coup, peu elles ont pas le temps. difficile de Toi, s'investir ouais. complètement si on est en poste. Alors, mes 2 autres collègues sages-femmes, elles font d'autres postes, mais c'est vrai que l'hôpital, là, l'hôpital public est quand même OK pour payer une sage-femme. Alors, pas temps plein, mais je suis à 70%. Donc, ils payent une sage-femme à 70% pour que l'allaitement. Et c'est vrai que c'est quand même, enfin, l'allaitement et le label IHAB, mais c'est quand même, oui, à souligner. En tout cas, moi, je trouve qu'on a un encadrement des coordinatrices sages-femmes et une direction de l'hôpital qui nous encourage à être là aussi pour soutenir les mères dans leur projet d'allaitement et c'est le label aussi hein, qui incite à ça, mais c'est vrai que la direction, elle est dans ce sens-là. Donc, c'est chouette. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est parce qu'ils veulent le label et le maintenir qu'il y a Oui, ça aussi. ouais. Mais... Et alors, pourquoi le sujet de l'allaitement te tient à cœur à la base? J'ai allaité mes enfants. Ça me semblait hyper naturel. Maintenant, pas du tout comme je l'aurais fait aujourd'hui avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, parce qu'ils ont 22, 20 et 16 ans. Donc finalement, c'est vraiment pas du tout, plus du tout la même façon d'accompagner. Enfin, je me dis que je n'ai pas été accompagnée comme je le fais aujourd'hui, c'est clair. Et on n'a pas les mêmes connaissances. C'est venu naturellement et après, c'est vraiment l'opportunité d'avoir fait cette formation. La formation, elle m'est peut-être presque un peu tombée dessus, en fait. On m'a dit, t'as envie, ça t'intéresse? Oh, bah oui. Mais après, du coup, la passion, elle s'est encore plus développée vraiment dans le soutien des parents et des familles. Et c'est vrai que le fait qu'on me donne ces responsabilités et que j'arrive à le prendre en main, bah oui, ça me passionne et c'est vraiment un sujet que je peux développer, du coup, à 100% avec Alette Écoute, et à l'hôpital. Et voilà. Donc, et puis maintenant, je suis aussi évaluatrice IHAB, du coup. Ah, classe. Parce que du coup, on l'a pas dit, mais on est toutes les deux. Enfin, on a déjà fait un épisode avec Auréane. On est toutes les deux écoutantes pour Alette Écoute, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et quand on s'est rencontrés, il y a un an, tu m'as parlé de recueil anténatal de colostrum. Ouais. Et je connaissais pas du tout. Moi, je disais, moi, je lance un petit podcast sur l'allaitement. et donc, tu as commencé à en parler avec passion. Et j'étais, waouh, trop bien. Et donc, c'est pour ça qu'on te fait venir aujourd'hui. C'est pour parler de ça. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est mis en place à Arras. Tu vas nous en Ouais, parler. en fait, il y a un an, on travaillait là-dessus. C'est un peu venu des mamans. C'est-à-dire qu'on avait quelques femmes qui arrivaient en maternité en disant j'ai ramené des petites seringues de la maison. Sous le manteau, Donc comme des ça. mamans qui l'avaient fait un peu comme ça, sûrement informées par les réseaux sociaux ou autres. Donc des femmes qui arrivaient avec des seringues de colostrum, qui donnaient à leur enfant, mais du coup ça mettait un peu en difficulté le personnel si on n'était pas au courant, on savait pas de quelle manière c'était donné, de quelle manière ça avait été transporté. Oui, c'était pas encadré, ouais, voilà. Pour Ouais, est-ce que c'était l'hygiène, congelé tout ça. par
Ouais. enfin, frais. Donc, comme c'est venu un peu comme ça des mères, moi je savais que ça existait dans ma formation de consultante. Il y avait des sages-femmes de Valenciennes qui avaient travaillé sur un mémoire là-dessus. Et moi, j'avais travaillé sur mon mémoire sur l'expression manuelle anténatale, donc il y a 10 ans, mais sans faire forcément de recueil, juste donner le message sur le geste. Et, euh, et du coup, voilà, je savais que ça se faisait et je savais que ça pouvait aussi encourager l'allaitement et du coup, peut-être aussi aider des bébés qui étaient en difficulté d'avoir plus de colostrum. Et donc, du coup, bah, je me suis renseignée grâce au réseau, voilà, au Réan, aux collègues d'Allet Écoute. Je savais, enfin, j'ai pu récupérer les protocoles des autres maternités. Donc, ça, c'est quand même un partage sympa dans la région. C'est que entre consultantes, entre collègues, on se dit, tiens, t'as déjà fait ce protocole-là, montre-le-moi. Et puis, du coup, on se base aussi, voilà, sur les idées des unes des autres. J'ai lu une quinzaine d'études là-dessus, et pour pouvoir aussi répondre aux questions et des médecins et voilà, des collègues soignantes. Et du coup, c'était oui, en janvier, je pense, l'année dernière, on l'a présenté aux médecins. Donc, on a écrit un protocole et on a écrit un petit flyer en fait d'information auprès des mères. Donc, la présentation du protocole, bah, c'est le côté un peu scientifique auprès des médecins et des soignants. Au moins, c'est cadré, c'est officiel et c'est dans les tablettes de l'hôpital. Et le petit flyer d'information pour les mères, bah, à distribuer aux mères. Donc, en anténatale, donc les gynécos et les sages-femmes qui font des consultations prénatales en parlent, notamment dans des situations un peu plus indiquées, comme les mamans qui font un diabète gestationnel et qui auraient un bébé qui a plus de risque d'hypoglycémie, ou des fragilités d'allaitement, enfin, des mamans qui ont eu des expériences un peu difficiles d'allaitement, ou après une chirurgie mammaire, ou toute mère finalement qui s'inquiète de savoir est-ce que je vais y arriver, est-ce que mon allaitement il va fonctionner. Finalement, on va pas juste réduire les indications aux mères diabétiques, par exemple. Donc, on donne un peu l'info en anténatal, en prépa aussi, à l'allaitement. On leur distribue ce petit flyer. Et dedans, il y a l'explication du geste qu'on montre aussi en prépa anténatale. Et en fait, on a mis un petit QR code d'une vidéo qu'on peut retrouver pour reprendre le geste, en fait. Hein, parce que c'est vrai que les premiers temps, les mères qui apprennent ce geste-là, elles savent pas toujours bien le faire, ou on a tendance toujours à tirer vers l'avant, et du coup, on va se faire mal. Donc, ouais, c'est important aussi. Mes collègues infirmières qui sont consultantes en lactation, en consultation prénatale, du coup, elles remontrent le geste aussi aux mères en anténatale et on leur donne un petit kit avec des seringues. Voilà. Et donc, on leur explique le côté propre, du coup, de l'hygiène des mains pour le recueil et de mettre dans le frigo, en fait, en 2 recueils. Donc, on propose de le faire le matin et le soir, enfin, à peu près 2 fois 5 minutes, par exemple, à partir de 36 semaines. Et tu peux Et remettre dans la même seringue. alors, elles peuvent mettre, par exemple, le matin et le soir dans la même seringue s'il n'y a pas beaucoup au début. Et ensuite, elles le mettent au congélateur. D'accord. Et donc, après, on leur explique la chaîne du froid pour le ramener à la maternité dans une petite valise réfrigérante avec des pains de glace. Et nous, on a vérifié donc notre congélateur à la maternité qui peut donc accueillir ces petites seringues de colostrum et qui seront données souvent dans les 2 premiers jours de la naissance du bébé. Ouais, c'est trop bien de fournir les seringues parce Oui, que moi j'ai eu une la expérience assez galérienne. Sa copine est pharmacienne, elle n'a pas réussi à s'en procurer. En fait, il n'y avait pas les bouchons. Et j'en ai commandé sur des sites d'allaitement, etc. Et pareil, c'était écrit seringue de recueil de colostrum avec bouchon. Ça arrivait sans bouchon les 2 fois. Sans bouchon. Et enfin, c'était la guerre avec le site, etc. pour leur expliquer. Mais vraiment, je pense qu'il faudrait qu'on donne une référence pour les mamans, mais c'est compliqué. Alors, sur Internet, on en trouve quand on tape recueil colostrum. Bah ouais, mais moi j'ai vu ça, il n'y avait pas de bouchon. Il y a des marques qui le font, mais c'est des petits. Enfin, moi, j'ai déjà vu des mères qui venaient avec. Il y a vraiment le petit bouchon qui se fait. C'était pas sur mon un mauvais site. Et moi j'ai galéré. Je sais pas si je peux donner des marques, mais si tu peux, on n'est pas payé. La marque AK, ils en font. D'accord. On trouve sur des sites
Moi, plein c'était d'objets pas de ça. périnatalité. Et la marque AK, c'est vraiment, là, pour le coup, ça fait pas seringue, ça fait plutôt récipient. Recueil, ouais, je l'avais vu ça et j'étais pas sûre. Oui, en fait, c'est une sorte de petit récipient avec un petit capuchon en haut et qui se ferme. Mais je m'étais Donc, dit en que tapant recueil colostrum sur Internet, on ça, trouve. Maintenant, c'est vrai que ça induit un coût quand même. Et donc, du coup, nous, à l'hôpital, c'est des petites seringues Ah comme bah oui, ça. ça, Des petits bouchons mais comme j'avais pas ça. le Et bouchon. donc, Voilà, ouais, bon, on a la chance d'avoir c'est une trop bien. pharmacie qui accepte de dire on prend en charge ça. Donc, au départ, on ne savait pas trop quelle quantité Combien on allait donner? donner, parce qu'il ne faut Ouais. pas non plus leur faire peur Mm, aux futures mamans qui n'ont jamais fait et qui se disent, bah oui, mais mm. peut-être j'aurai jamais rien. Donc, c'est clair que c'est vraiment une proposition. Déjà, s'entraîner avec le geste, en fait, c'est ça qui est enfin, pour moi, vraiment le retour là, après 1 an. Le plus important, je trouve, c'est vraiment que les mères, elles ont pris confiance en elles. Elles se disent, bah, je suis capable, j'ai un peu de gouttes qui sortent, je sais le faire. Et donc, elles s'entraînent avec le geste, elles sont plus en confiance, elles se disent, je vais savoir le faire. Du coup, à la naissance, bah, elles font l'expression manuelle, elles donnent des gouttes à leur bébé. Si elles n'arrivent pas à mettre bien au sein, bah, finalement, elles vont donner des gouttes avec une petite cuillère ou directement sur la bouche. Et finalement, elles n'utilisent pas toujours leur Ouais. seringue qui Moi, je les ai sont pas au utilisés, c'est vrai. congélateur. Ouais, c'est Et vrai qu'il faut c'est leur juste si dire, faut pas. ça les a mis en confiance. Faut leur dire, je pense, celles qui nous écoutent, de pas être déçues si elles sont pas utilisées. Déjà, c'est peut-être une bonne chose, Ouais. c'est que ta lactation n'en a pas besoin. Et bah, c'est tout. Au moins, ça t'a appris à faire le geste, à Oui, savoir ouais, tout à que fait. t'as du lait, ça Ouais. te rassure. Mm. Voilà. Et c'est tout. Et Ben, même si elles n'arrivent pas à recueillir, parce que peut-être que pour certaines en fin de grossesse, ben, il n'y a rien qui coule, mais c'est pas grave. En fait, si elles s'entraînent à faire le geste, déjà elles ont osé toucher leur sein, et donc elles se familiarisent un peu avec ça. Et même si on recueille pas, je pense que s'entraîner à faire le geste, en avoir entendu parler, oser le faire, voilà, se rendre compte que ça fait pas mal. Enfin voilà, c'est ça qui va plus changer oui, je pense que c'est ça qu'il faut les choses. retenir de cet épisode. Mais Mm. donc à la base, c'est le recueil du colostrum. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce colostrum? Alors, bah, ce colostrum, c'est le premier lait hein, qui existe donc en fin de grossesse dans les seins et les premiers jours après la naissance. Et donc, c'est souvent plus épais. Enfin, le côté, vraiment la différence avec la montée de lait, c'est que le colostrum, c'est épais et collant. La couleur est assez variable d'une femme à une autre. C'est vrai que souvent dans les écrits, on voit jaune-orangé. Mais en pratique, je trouve qu'il y a des mères qui ont un colostrum un peu transparent. Donc finalement, le jaune orangé qu'on retrouve dans les écrits, voilà. Finalement, c'est pas ça qui a de l'importance. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça va vraiment avoir un rôle de protection pour l'enfant, avec donc la mise en place d'anticorps et puis d'une flore microbienne qui est vraiment la plus bénéfique possible sur les intestins de l'enfant. Donc souvent on dit un rôle trophique et immunitaire. Et puis il y a une notion que je transmets souvent à mes collègues en formation, mais je pense que pour les mamans ça peut être aussi important de comprendre qu'en fait ça va aider le bébé à utiliser ses propres réserves énergétiques. Et en fait le nouveau-né il est programmé à la naissance, alors pas pour les bébés prématurés et ceux qui sont en retard de croissance, mais les bébés à terme qui ont un petit peu de réserve, ils ont en fait autour de leurs organes et dans leur cerveau des réserves énergétiques qui vont leur permettre de tenir le coup en fait sur les 2 premiers jours, réussir à maintenir leur température, réussir à avoir l'énergie d'aller vers le sein. Et donc plus ils vont avoir de colostrum et plus ça va les aider à prendre dans leur propre réserve énergétique et du coup voilà avoir ce tonus pour aller faire ses premières expérimentations de tété. En attendant Et la montée de lait, ouais. en attendant la montée de lait. Et moi, c'est vrai qu'il y a aussi le fait que ce soit un colostrum épais et collant. Je pense que ça doit aussi avoir cette importance d'apprendre à gérer la coordination succion, déglutition, respiration. C'est quand même nouveau pour le bébé. Donc, il est habitué à téter du liquide, mais il ne respire pas en même temps. Là, il va devoir apprendre à faire la succion, déglutition et respiration. Et le fait que le colostrum soit en petite quantité et plutôt collant, ça va l'aider à coordonner cette succion. Et voilà, je pense que ça fait partie vraiment de l'apprentissage du bébé des premiers jours. C'est génial, j'adore. Et donc, le recueil du colostrum, donc toi, tu as établi un protocole dans ton hôpital. Donc, l'idée, c'est d'exprimer manuellement le colostrum avant la naissance. Et donc, à partir de quand la maman peut commencer à exprimer son lait? Ouais. Enfin, à faire Alors, en fait, l'expression manuelle.
Nous, on leur dit à partir de 36 semaines, donc on a établi le protocole comme ça. C'est vrai que dans les études, il y a toujours cette crainte de donner des contractions. Et c'était une question qui est revenue assez vite par les gynécos, les sages-femmes, puisqu'on a appris ça dans nos études. Donc le fait de faire de l'expression manuelle, ça fait sécréter de l'ocytocine, ça a ce risque donc de provoquer des contractions. Mais qui reste que, enfin, dans les études, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment des contractions de grossesse qui vont pas mener vers l'accouchement. Si jamais une maman fait de l'expression manuelle et qu'elle sent que ça lui donne trop de contractions, ben, elle peut toujours arrêter le geste, ça va arrêter de provoquer des contractions. Donc, par prudence, on va dire 36 semaines d'aménorrhée. Voilà, dès qu'elle est informée, en tout cas dans son dernier mois de grossesse. Donc, nous, les dames qu'on a en prépa à la naissance, en prépa à l'allaitement, c'est assez variable en fait à quelle période elles vont venir. Donc, il y en a certaines qui vont patienter pour arriver à 36 semaines et puis il y en a qui vont s'y mettre tout de suite. Et donc, ça reste toujours une proposition, mais c'est vrai qu'il y a des mamans. Hier, j'ai fait une séance de prépa à l'allaitement et elles étaient toutes contentes que je leur donne le petit kit avec les petites seringues. Je voyais que ça motivait en fait. Elles se disaient, oh bah oui, je vais essayer. Voilà, donc c'est une proposition. La petite vidéo, je montre la petite vidéo pour vraiment comprendre le geste et pour pas se faire mal. Alors, on a quelques mamans à qui on a pu proposer de faire le geste un peu avant, mais vraiment encadré dans le cadre de grossesse pathologique. Alors, ça va être par exemple 35 semaines, une maman qui va devoir être déclenchée pour un bébé qui est trop petit, un retard de croissance qui va être déclenché à 36 ou 37 semaines. Bah, on peut imaginer qu'à 35 semaines, de toute façon, elle sait que dans une semaine, par exemple, elle c'est césarienne, elle peut s'entraîner à faire de l'expression manuelle et à le recueillir. Et donc, ça on le fait de manière assez encadrée pour des mamans qui sont hospitalisées en grossesse pathologique. Donc, tu as répondu tout à l'heure en nous disant que vous proposiez un protocole à 2 fois par jour, à partir de 36 semaines, donc par prudence. C'est combien de temps on va faire ça? Oui, on dit quelques minutes. Quelques minutes à droite, quelques minutes à gauche. Matin et soir, du coup. Oui, je pense qu'on a écrit 5 minutes dans le... Non, je ne sais même pas si on a précisé, mais oui, c'est ça, s'entraîner. Il faut faire plusieurs expressions plusieurs jours. Il faut parfois plusieurs expressions plusieurs jours pour commencer à recueillir. Ça, c'est pour pas dramatiser. 2 séances d'expression par jour. Non, on met pas de durée. Bah après, j'espère qu'elles vont. C'est vrai qu'on pourrait peut-être préciser quelques minutes, qu'elles vont pas faire ça quelques heures. Ouais. Et après, du coup, alors faut pas donc s'attendre à en avoir directement. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça, essayer faut le savoir. de culpabiliser les mères si ça vient pas tout de suite. Et il y en a certaines qui racontent quand même elles ont mis 2-3 semaines avant d'en avoir. Ah oui, donc bien commencer à 36 si t'accouches à 38, ouais. Ouais, faut peut-être pas dramatiser pour certaines qu'elles vont pas en avoir. Et peut-être aussi préciser que c'est des très petites quantités, parce que le colostrum, c'est Et quelque voilà. chose qui Et ben alors le fait qu'on donne les seringues Oui. de 1 ml, Oui, ça, on je le pense qu'elles comprennent mieux. Dans la vidéo, on voit aussi que c'est vraiment des micro-gouttes qui coulent, voilà, avec un certain temps, voilà, un mouvement un petit peu lent, donc on voit bien. Et puis en effet, oui, leur dire, bah, s'il y a une goutte que vous avez du mal à la récupérer, mettez-le juste là, massez votre mamelon avec. Et puis quand il y en aura plus, vous arriverez plus facilement à le récupérer. Donc c'est vrai que les recueils colostrum sur Internet, ils sont un peu plus Ouais, gros. c'est gros. Enfin, ça donne une Je impression suis quand d'accord. même qu'on peut recueillir peut-être jusqu'à 5 ou 10 millilitres. Là, nous, on donne des seringues de 1 millilitre. C'est vrai que du coup, ça donne l'impression quand même qu'il y en a plus. Et en fait, après, quand il y en a plusieurs qui se cumulent, ben, du coup, si on a besoin pour un bébé de J1, J2 qui a besoin d'un petit peu plus, on va en mettre plusieurs seringues. Si c'est des seringues de 1 millilitre, par exemple, on va en mettre 5 pour lui donner 5 millilitres. S'il y a besoin, on va ajuster en fonction du bébé. D'ailleurs, t'as pas répondu tout à l'heure. Vous donnez combien de seringues aux mamans pour se préparer? Alors, dans le kit qu'on leur donne au départ, on leur met 5 seringues de 1 ml et 2 seringues de 5 millilitres. Et en fait, on leur dit qu'elles peuvent venir en redemander quand elles veulent en consultation prénatale. Celles qui sont à fond et qui en ont plein. C'est trop bien. Elles repassent dans le service et Fais gaffe, je pense que Cassandre est en train de réfléchir à faire un 4e enfant pour accoucher à Arras. Je la vois là, je la connais. Il y a une des études que j'avais lues, il mettait que les mères avaient recueilli en moyenne 18 millilitres. Quand même, hein. Trop bien. Et c'est vrai qu'en pratique, souvent les mères ont une quinzaine de seringues de 1 ml et 2-3 seringues de 5
quelque chose comme ça. Souvent, il y a donc voilà, celles qui arrivent vraiment avec un petit paquet. Donc on leur donne des étiquettes du coup pour vraiment pas les Ah perdre. ouais, c'est hyper bien On leur encadré, donne tout, c'est trop bien. des étiquettes à leur nom et on les met au congélateur dans un sachet où tout est ensemble et puis on va les décongeler au fur et à mesure. Donc oui, mais des fois quand elles arrivent avec leur petit paquet, il y en a certaines, on se dit elles ont vraiment bien C'est bien travaillé, elles parti. sont motivées. Ouais, c'est chouette. Tu as dit un petit peu donc les bénéfices. Alors, le principal, finalement, c'est de se familiariser avec le geste, finalement, parce que, voilà, renforcer l'empouvoirment maternel de savoir qu'on a une capacité de production aussi. Il y a des bénéfices, donc également, le protocole, à la base, il est mis en place pour des bébés à risque d'hypoglycémie, donc les mères diabétiques, les retards de croissance intra-utérin, les choses comme ça. Et puis, ça peut aussi éviter ou limiter le recours aux préparations commerciales pour nourrissons. Oui, tout à fait. Voilà. Moi, ce que mon fils a eu à la naissance, parce que c'était un petit poids. Si j'avais su. Alors, il y a si on avait su. En 2020, mais quand on se forme en allaitement, on se dit toujours si j'avais su. Voilà, tu vois, c'était il y a 5 ans, c'est pas si loin. C'était il y a 5 ans, Et au final, moi, j'ai découvert ça là, en faisant le podcast. Donc, ça vient tout doux. Puis, alors, du coup, toi, t'es dans un hôpital qui est très pro. Voilà, moi, à l'époque, j'ai accouché à Paris. J'étais pas anti-allaitement, mais sans fichier. Moi, dans le carnet, ça vient petit à petit, il y avait, mais il n'y a pas un protocole aussi détaillé que chez toi, Caroline. Et il n'y a surtout pas les seringues. On veut le matos. J'ai quelques collègues du réseau qui me l'ont redemandé, moi, après mon protocole. Donc, c'est en train de se développer. Mais donc, un des bénéfices, oui, vraiment intéressant, c'est qu'on a parfois une phase dans l'allaitement où c'est un peu difficile. Le bébé, il est en attente de plus de lait, il perd du poids. La maman, elle a pas encore sa montée de lait. Et parfois, c'est un peu difficile, le geste de l'expression manuelle. Et du coup, le fait d'aller chercher ces petites seringues au congélateur, et ben, même si c'est des petits volumes, en fait, il a pas besoin de beaucoup plus. Mais par exemple, on va décongeler 5 millilitres. Entre deux, la maman, elle refait de l'expression manuelle, elle le remet au sein, on redécongèle 5 millilitres. Enfin, finalement, on gagne du temps sur la mise en place et le soutien de l'allaitement. Et du coup, si on arrive à éviter d'avoir des compléments de l'artificiel, on est content et puis les mamans sont fières d'elles de pouvoir le faire. Oui, on peut dire aussi que ça favorise quand même la montée de lait grâce à ça, grâce au fait d'avoir fait voilà, parce que comme elles vont faire le geste fréquemment derrière, voilà, on va stimuler. Donc on n'aura pas une montée de lait plus tôt, ça c'est une inquiétude aussi des mères. Oui, mais si je fais de l'expression manuelle avant, j'aurai ma montée de lait avant. Non, en fait, il faut quand même accoucher, avoir les hormones, pour avoir les hormones de la grossesse qui sont parties pour avoir une montée de lait. Donc, de toute façon, on n'aura pas la montée de lait avant l'accouchement, mais c'est clair que ça va lui donner beaucoup plus de force et de puissance, cette montée de lait, parce qu'on va avoir un drainage très fréquent dans les premiers jours et parce qu'on est déjà à l'aise avec le geste. Et il y a une circonstance aussi qu'on est en train de développer, et ça revient souvent en formation, c'est la difficulté que les auxiliaires ont dans le cadre des césariennes, parce qu'on se retrouve, alors nous on est en difficulté dans nos locaux pour pas séparer la mère de l'enfant, donc on y travaille parce que ça fait partie du label IHAB, donc on arrive à faire un temps de peau à peau sur la table de césarienne et après malheureusement on est obligé de mettre la maman dans la salle de réveil et le bébé est en peau à peau moi j'ai la solution, il faut que la salle de réveil soit dans au niveau du bloc obstétrical. Ouais, tout à fait. Donc, appelez-moi. En fait, le sujet est en discussion et en travail chez nous. Et en effet, c'est ce que mes collègues de bloc disent. Bon, c'est une histoire aussi de soignants, de surveillance, de quota, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est un travail d'équipe qui est en train de se mettre en place. Mais en fait, bon, on a quand même ce problème d'avoir un temps de séparation. Et si les mères ont des petites seringues de colostrum, parce qu'en fait, ce bébé, souvent, il a été un peu en peau à peau avec maman, il se retrouve en peau à peau sur papa, et puis là, il commence à picorer. Un tété tout poilu. Et donc, c'est vrai que parfois, j'ai des collègues, elles me disent, mais c'est la galère, j'arrive pas, je sais pas comment faire pour calmer ce bébé, il pleure sur son papa. Il y en a qui arrivent à choper le téton de papa, mais c'est quand même très fréquent. Mais du coup, là, il y aura une petite seringue de colostrum à donner en goutte à goutte en peau à peau avec papa, ce serait génial, quoi. Dès qu'il y a un risque de séparation, même si on fait tout pour qu'ils soient pas séparés, on aurait des petites gouttes de colostrum, ce serait super, quoi. Donc les mamans qui sont informées et qui savent qu'elles vont avoir une césarienne, ou même au cas où, et qu'elles ont leur seringue de colostrum, c'est super. Ouais, c'est vrai que ça rassure. Moi, j'ai une césarienne programmée, et d'avoir les seringues au cas où il y a une séparation, etc. C'est vrai que c'est rassurant.
Et alors du coup, tu nous as dit ça fait 1 an maintenant que c'est mis en place à Arras. Oui. Comment ça a été accueilli dans un premier temps par les professionnels? Tu parlais des protocoles que tu as Donc fait les pour les médecins médecins. un peu à se questionner en fait sur l'histoire des contractions, la mise en place, mais plutôt très très enjoué et volontaire dès le début, à distribuer le petit flyer, à en parler, à envoyer vers les prépas allaitement ou vers les consultantes en lactation. Les sages-femmes assez aussi optimistes et puis dans l'engouement. Et les auxiliaires aussi. C'est juste que les gens sont toujours un peu à pas retenir les règles. On le met au frigo, on le met au congélo, combien de temps? Donc ça, c'est des trucs qu'il faut toujours un peu répéter. Mais sinon, tout le monde accueille cette idée plutôt avec joie de pouvoir donner des manières autonomes aux mères de fonctionner et puis de leur donner plus de pouvoir pour réussir leur allaitement. Non, non, c'est vrai que c'est quelque chose qui est accueilli assez facilement. Par contre, de cadrer quelque chose Ouais. qui est déjà dans l'envie des mères, ça c'est essentiel. Donc, quand on est et en plus, c'est un niveau 3 avec un risque aussi par rapport à la néonate, je veux dire, il faut quand même qu'on respecte des règles d'hygiène et puis qu'on soit réglo au niveau de la conservation et puis comment on met voilà, la température du congélateur, des choses comme ça. C'est la seule tâche finalement qu'on demande en plus, c'est les auxiliaires, elles surveillent la température du congélateur. Mais sinon, aller mettre des seringues dans un congélateur, c'est quand même pas quelque chose de très Mm. compliqué. Et les Ouais. utiliser après, bah, c'est vrai que les filles, elles se rendent bien compte que c'est chouette pour les mamans, elles sont fières de leur travail. Parce que du coup, vous les décongelez quand? Alors, c'est tellement petit Ça va en que 2 en secondes. fait, Ouais, on ok. décongèle à l'air ambiant. D'accord, ok. Et après, on donne dans quoi, une cuillère ou on peut Ouais, donner nous, on directement à utilise la des petites cuillères en seringue? Ouais. silicone. D'accord. On est plutôt à utiliser les cuillères que la seringue pour faire laper le Mm. bébé et qu'il ait ce travail. Ouais, On a qui est un toute la langue processus qui sort. actif et pas de gavage Ouais, en donc gros, quoi. Mm. normalement, on met plutôt dans une cuillère. Ouais. Ok. Bon, alors en plus, si la seringue est congelée, enfin qu'elle sort du Mm. congélateur, ça nous permet aussi de contrôler qui s'est réchauffé, le colostrum. Donc en le faisant glisser Mm. sur la cuillère, en le gardant 5 minutes dans la chambre, c'est bon quoi. Et puis du coup, ça éduque aussi le bébé. Enfin, ça apprend aux parents à regarder un petit peu comment le bébé va sortir sa langue, laper, se mettre en route. Ok. Et au niveau des parents, alors tout à l'heure tu disais que les mamans en préparation à l'allaitement sont ravies de repartir avec leur petit kit. Ouais. Globalement, c'est la première fois que tu en parles, parce que nous, tu vois, on a entendu parler il y a 1 an. Est-ce que tu as des réactions, genre des yeux ronds, genre qu'est-ce que c'est que ce truc ou globalement, c'est intégré dans le Non. protocole, bien accueilli? Non, non, c'est bien accueilli, franchement, aussi bien les équipes que. Alors après, c'est sûr qu'en prépa à l'allaitement, hier, j'avais peut-être sept patientes. Il y en a une j'ai proposé le kit et il y en a une, elle m'a dit non, je prends juste le flyer. C'était plutôt des mamans qui avaient envie d'allaiter. Après, il y en a parfois qui viennent, qui savent pas trop, qui se posent des questions. Mais voilà, enfin, moi, je pense que ça doit vraiment rester une proposition. Et enfin, de toute façon, moi, ça fait 10 ans qu'en prépa allaitement, je montre le geste et je dis aux mamans de s'entraîner le dernier mois. Et c'est juste qu'avant, on disait pas recueillir. Mais s'entraîner, oui, c'est vraiment quelque chose qui est habituel, mais qui est plutôt bien accueilli. Après, celles qui veulent pas, enfin, c'est la façon aussi dont on le présente, enfin, la façon dont on le communique. Et puis même une maman de diabète, enfin, qui a un diabète gestationnel, on a beau lui présenter les risques pour son bébé, si elle n'a pas envie de le faire, elle le fait pas. Enfin, Bien sûr. Il n'y a pas d'injonction à le faire, c'est Ouais, vraiment chacun son fait comme choix. il veut. Mm. Voilà. Et du coup, tu as parlé de diabète gestationnel, mais il y a plein d'autres possibilités d'indication du recueil anténatal, en plus du fait de se familiariser, de se rassurer, de se déstresser, etc., avant l'accouchement sur son allaitement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les indications? Oui, alors je pense à la chirurgie aussi, des mamans qui savent qu'elles ont eu une chirurgie et qui ont peur du coup de ne pas avoir de montée de lait. Alors souvent celles-là, on leur propose d'avoir une consultation d'allaitement pour pouvoir vraiment débriefer un peu et peut-être voir leurs cicatrices, enfin ou discuter avec elles de ce qu'elles ont su par leur chirurgien ou ce qu'elles ont déjà vécu sur une grossesse antérieure. Bah Et c'est justement, vrai j'ai que une du copine, coup, j'ai une question du coup. Quand tu as fait une réduction mammaire, c'est ouais. pas forcé que t'aies du lait. Est-ce que tu peux essayer de recueillir ton colostrum? Et elle demandait si elle devait le faire
un peu avant même que 36 semaines. Non, ça ne changera rien, je pense, de le faire un peu avant. Mais par contre, c'est vrai que le fait de faire le geste et de voir s'il y a des petits canaux perméables, enfin, en fait, c'est ça qu'on craint avec avec la réduction mammaire. Alors, il y a moins de tissu, enfin, on a enlevé du tissu glandulaire. Donc ça peut être à risque d'avoir une moins bonne, une lactation qui serait pas complètement, qui serait pas totale en fait par rapport aux besoins du bébé. Mais c'est surtout que les petits canaux qui apportent le lait pourraient être euh, certains lésés, voilà, avec la continuité qui se fait pas. Et donc du coup, si elle visualise des gouttes de colostrum, bah ça peut au moins la rassurer sur une partie de colostrum qui coule ou voilà. Donc ça, en tout cas, c'est sûr que c'est une des indications où vraiment elle peut ça peut la réconforter, la rassurer de voir qu'il y a des gouttes. Ça ne voudra pas dire qu'elle pourra avoir une lactation totale et abondante, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a des glandes mammaires qui fonctionnent et des canaux qui sont perméables. Donc, c'est vrai que ça peut encourager à le faire. Je vois pas trop l'intérêt de le faire à l'avance. Enfin, encore plus tôt, quoi. Mais par contre, voir une consultante en lactation, en parler, bien comprendre comment faire le geste, se préparer à le faire. Même avoir déjà le contact d'une consultante en lactation pour quand le bébé sera là, pour si ça flanche, etc. Au moins, elle a déjà pris des contacts et trouvé quelqu'un de sûr, quoi. Ouais, voilà. Pourra vraiment l'accompagner et lui dire des bonnes, voilà, des infos fiables. Donc, et après, comme autre indication, le retard de croissance. Oui, le retard de croissance, toutes les pathologies hormonales aussi qui pourraient, des pathologies hormonales sur la maman, donc par exemple l'hypothyroïdie qu'on retrouve souvent quand même dans les écrits de lactation un petit peu plus tardive, ou enfin une montée de lait plus tardive ou un peu plus difficile à mettre en place. Donc une maman qui sait qu'elle a une pathologie hormonale, ça peut être aussi voilà, donner un peu plus de pouvoir et d'encouragement à le faire. Non, moi, j'avais vu en cas de prééclampsie aussi. Bah, surtout que si elle sait qu'elle va être césarisée ou déclenchée rapidement, donc c'est vrai que si une prééclampsie à 35 semaines, bah, elle est hospitalisée, allez hop, elle s'entraîne, même si elle est césarisée ou déclenchée dans la semaine qui suit, ouais, ça peut valoir le coup. Ouais. Et dans ton protocole, tu mettais aussi s'il y a un antécédent chez un précédent enfant d'intolérance aux protéines de lait de vache. Oui, c'est vrai que ça peut faire partie des possibilités. Du coup, la maman, elle a 2 fois plus de raisons d'être contre pour que son allaitement réussisse. Tout repose sur elle, tout va bien. Les difficultés de succion, s'il y a un bébé qui a une anomalie, une fente palatine, oui, c'est toutes les situations, ou une trisomie 21 aussi, ça j'avais déjà eu, ouais. Et c'est vrai que c'est deux fois plus important dans ces cas-là d'être vraiment à l'aise avec le geste et de pouvoir s'entraîner quand on sait qu'on va avoir un bébé qui a du mal à téter. Donc, alors sur les prématurés, on sait que ça va être un allaitement qui va être difficile. Oui, mais tu ne vas pas le prévoir. l'anticiper. Ah tiens, je vais accoucher à 29, je vais tirer. Donc ça sera l'accompagnement postnatal avec le bébé prématuré. Oui. Aussi, il y a en cas de déclenchement long, quand les oui, et c'est vrai qu'une maman qui est déjà à l'aise avec l'expression manuelle et qui est déclenchée, bah, elle peut y aller à fond. Là, pour le coup, pas 2 fois par jour. Elle, toutes les heures, elle peut faire 5 minutes d'expression manuelle si elle a envie. Ça, c'est sûr que ça peut lui donner des contractions en plus et puis encourager les choses. Et c'est vrai que si elle recueille un peu et que finalement, après un accouchement long, elle est partie en césarienne, bah, on sera toujours content d'avoir des petites gouttes de colostrum. Mais c'est vrai qu'une fois que les mamans, elles sont à l'aise avec le geste, je pense que ça devient beaucoup plus fluide en fait de le faire. Oui, bien sûr. Et puis, on l'a dit, mais la césarienne programmée, et là, on a l'expérience de Cassandre pour 3 césariennes, donc la 3e programmée, et là, tu as recueilli. J'ai recueilli, et du coup, tu as raison, mon colostrum était transparent, et ça m'avait un peu stressée, parce qu'on voit que du colostrum jaune d'or, et au final, c'était tout clair. Et donc, maintenant, on va faire quelque chose de très radiophonique. Est-ce que tu peux nous expliquer l'expression manuelle ? Oui, bien sûr. Alors, je vous montre mon sein, enfin par le podcast, vous ne verrez pas. Donc, un sein en laine. C'est un sein tricoté, hein, ouais. Voilà, un sein en laine tricoté par ma grand-mère, qui passe sa vie dans la poche de ma blouse en maternité. Et donc, qui me sert à montrer, remontrer, et voilà, aux futures mamans et aux mamans, exactement comment faire le geste. Alors, j'utilise une vidéo en anténatal que je trouve sur le site Global Health Media et qui est on mettra le lien facile à observer.
Et sinon, il y a aussi le site de Jane Morton. Donc, c'est la médecin américaine qui a développé en fait l'expression manuelle. Et donc, dans sa vidéo, elle dit bien les termes en anglais press, compress and relax. Et donc, je trouve que ces trois verbes aident à bien comprendre comment on doit faire le geste. Donc, avec la main en C, les doigts en C. Donc, on n'écrase pas le mamelon. On a les doigts un petit peu plus loin au bord de l'aréole, on va dire. Et le pouce et le majeur ou le pouce et l'index pressent en arrière sur les glandes, donc sur la cage thoracique. Et ensuite, les doigts vont essayer de se rapprocher et donc de compresser la glande. Et ensuite, on relâche. Et souvent, on voit les parents, les mères, qui ont envie de tirer vers l'avant parce qu'elles ont envie que leur lait sorte. Donc, un peu comme si on voulait vider une compote. Mais en fait, si on fait ça, ça veut dire qu'on écrase les canaux. Et du coup, on va être beaucoup moins efficace pour sortir le lait, enfin pour en tout cas activer les glandes, et on va surtout peut-être se faire mal. Donc, si on écrase les canaux et qu'on tire sur le mamelon, ça devient douloureux. Il y a même des mères qui vont se retrouver avec des hématomes. Donc, vraiment, il ne faut pas tirer vers l'avant. Donc, on presse, on compresse et on relâche. Évidemment, ça ne coule pas sur le premier geste, sauf quand vraiment on est lancé dans sa montée de lait. Mais sinon, au début ou avant l'accouchement, ça ne coule pas en un geste. Il faut pomper en fait plusieurs fois avant d'avoir une goutte qui sort. Donc peut-être qu'on peut donner aussi le message aux mamans de dire qu'il faut faire peut-être 5 ou 6 fois le mouvement pour que le colostrum ait le temps d'avancer dans les canaux. Et donc ça se fait très 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 progressivement puisque c'est épais et collant. Mais après, une fois que ça commence à sortir, on va être beaucoup plus efficace si on continue le geste. Et souvent, les idées un peu fausses, elles viennent du fait qu'on croit que le sein est un contenant. Comme si c'était une grosse poche de lait qu'on allait vider un peu comme la pompote. Et donc, c'est pas ça la réalité, c'est plein de petites alvéoles, plein de petites glandes. Et donc, à force d'avoir cette compression, ces petites alvéoles, elles vont faire sortir le colostrum dans les canaux. Donc évidemment, il y a tout un mécanisme hormonal qui est lié à ça. Et donc l'ocytocine, c'est une hormone qui va être un petit peu coincée quand on va être dans le stress, quand on va se sentir observé, quand on est inquiet. Et donc du coup, on a moins d'ocytocine, donc ça coule moins bien. Donc souvent, je dis à mes collègues, si vous montrez le geste à cette maman, mais qu'elle n'y arrive pas, c'est pas grave, on lui montre le geste, on s'entraîne, et peut-être qu'il vaut mieux qu'on sorte de la pièce et que cette maman, elle continue toute seule. Et une fois qu'on l'a bien guidée sur le geste, peut-être qu'elle lui fera mieux et que justement l'ocytocine, elle sera plus présente quand elle sera détendue et pas se sentir observée. C'est clair. Ouais, ça marche aussi pour l'allaitement parce que j'ai vraiment un souvenir de ma sœur, donc elle pour le coup qui a eu un enfant il y a 13 ans. Et à l'époque, on disait pas trop qu'il fallait pas venir à 15 dans les chambres de maternité. Et vraiment, je la revois avec toute la famille parce que c'était le premier petit enfant, voilà. Et elle qui était là à vouloir enlever, elle était pas pudique, mais là quand même, il y a vraiment beaucoup de monde. Et elle dit, mais je peux pas le mettre au sein. Donc voilà, ça marche en général pour la mise en route. Sortez. Et donc, un autre point aussi qui est important, je trouve, quand on montre le geste de l'expression manuelle, c'est de se dire que c'est la maman qui le fait sur ses seins. Et alors, dans la vidéo de Jane Morton, le geste est bien expliqué, mais j'aime pas trop parce que c'est elle qui fait le geste sur le sein de la maman. Oui, sur une dame, d'accord. Et donc, le geste est très bien fait, mais il y a quand même le côté de l'ocytocine et de la personnalité de la mère. C'est quand même pas ce que je recommande. Et donc, sur le site de Global Health Media, c'est bien la maman qui le fait et la soignante qui met sa main au-dessus de la main de la maman pour bien faire comprendre dans quel axe il faut qu'elle mette ses doigts et comment il faut qu'elle presse. Mais donc, moi, c'est comme ça que j'encourage mes collègues à faire, c'est d'éventuellement, si la maman a du mal à faire le geste, de mettre la main sur la main de la maman, mais pas directement sur le sein, pour qu'elle apprenne le geste. Et vraiment, le but, c'est que les parents deviennent autonomes. On n'est pas là pour faire les choses à leur place, quoi. D'où l'intérêt de le faire en anténatal, parce que du coup, ils y arrivent mieux à la naissance. Alors,
Donc là, on a parlé de l'expression manuelle, mais donc il faut le recueillir. On a parlé des seringues. La marque AK est très bien pour les petits recueils, mais c'est assez gros. Est-ce qu'on peut mettre aussi dans des sachets de congélation si on sent pousser des ailes et qu'on a beaucoup de colostrum? Alors, si on en a beaucoup, oui, mais c'est vrai qu'en pratique, j'ai jamais vu le maire qui mettait directement dans un sachet, parce qu'en plus, quand on va l'utiliser, ça va plutôt être des petites doses. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt dans des seringues. Ça à oublier, d'accord. Ouais. En tout cas, bien toujours noter. Vous mettez les étiquettes quand on arrive à l'hôpital, mais ne pas hésiter à mettre la date, toi, quand tu recueilles sur ta seringue, et ne pas obliger ta petite glacière, du coup, quand tu pars à la maternité, ça c'est important. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Une mère qui n'a pas envie. C'est une super réponse. Un utérus contractile peut-être? Ouais, avant 36 semaines. Ouais, et je sais pas, une femme enceinte qui aurait un antécédent que l'aîné est un grand préma, est-ce qu'on va... Après, si elle arrive à 36 semaines, il n'y a plus de risque que ce soit un grand préma. Elle arrive à 36 semaines, je pense qu'elle est déjà contente. Maintenant, si elle a en effet un col très ouvert, un utérus très contractile et que ça lui fait peur et qu'elle se dit il vaudrait mieux que j'attende 39, c'est vrai qu'elle va peut-être être un peu prudente sur son expression. Oui, sinon tu fais ton expression avec ton sac de matière à côté de toi, quoi. Oui, ou être à l'écoute de son corps, se dire est-ce que ça me donne des contractions, parce que finalement c'est peut-être hyper variable d'une femme à l'autre, donc si ça me donne des contractions, j'arrête, et puis si j'essaye et que ça m'en donne pas, je peux le faire. Après, tout va dépendre un peu de la priorité. C'est vrai que dans le cadre d'une maman qui a un antécédent de préma, peut-être que sa priorité ce sera de rien faire pour tenir le coup jusqu'à 39 si elle s'est mis 39 dans la tête, donc dans ces cas-là, je respecte son choix de ne pas vouloir faire de l'expression manuelle tout de suite. D'apprendre à faire le geste en regardant les vidéos déjà et comprendre à quoi ça peut servir, c'est déjà bien. Après, j'ai encore une question. T'arrives à dire quel pourcentage de mamans, du coup, arrivent à la maternité avec des petites seringues ou pas? Non, c'est difficile à dire. J'ai pas eu le temps de me pencher sur la question. Ce qui est sûr, c'est qu'on en retrouve dans les semaines qui suivent des mamans qui sont sorties et qui n'ont pas utilisé, ça c'est sûr. Moi à Calais, ils ont mes petites seringues. Et du coup, si les mamans oublient de les prendre, nous, après, c'est resté dans le congélateur. Un jour, il y a quelqu'un qui s'en rend compte. Bon, on n'a pas... moi, j'ai appelé, il n'y a pas longtemps, j'ai appelé une collègue qui avait laissé ses seringues. Mais son bébé, il avait 1 mois. Elle m'a dit, non, mets la poubelle. C'était un peu triste. Faites un petit cocktail. Mais non, faudrait que je fasse une petite enquête. Faudrait que je fasse une petite étude pour voir combien de mères l'ont utilisé. Mais c'est vrai qu'hier, par exemple, en prépa, j'étais quand même contente de voir que toutes les mères avaient envie de le faire, finalement. Et tu sais, en France, c'est beaucoup proposé ou pas du tout? C'est difficile à quantifier. Je sais que dans les Hauts-de-France, c'est beaucoup proposé, mais c'est vrai qu'on a une concentration de maternité labellisée IHAB dans les Hauts-de-France. Moi, je peux te dire, sur les 2 maters que j'ai faites, ils ont la première non, et ils étaient IHAB. Et à Calais, ils m'en ont parlé. Ils m'en ont pas parlé, mais c'était le prospectus. Et quand je suis arrivée avec ma petite glacière, c'était d'accord, ok. Oui, il y a en parler. Ne pas connaître le truc, en parler dans le prospectus et accompagner en séance de préparation, fournir le matériel. Là, on est au niveau. Je trouve que là, fournir le matériel, c'est c'est énorme, fournir le matériel. Je pense que c'est ça qui va. En vrai, ça coûte 20 € à chaque fois. Je pense que ça peut buter un peu. Le fond et est-ce que, en tout cas dans les Hauts-de-France, j'ai eu des soutiens de mes collègues, de mes consoeurs qui font la même chose dans d'autres maternités des Hauts-de-France et qui le faisaient, mais c'est vrai que c'est peut-être pas encore très très répandu. Et donc ça fait pas partie des recommandations du label IHAB, mais ça peut être une piste qu'on donne quand on fait une évaluation IHAB. Par exemple, sur l'analyse des statistiques de compléments qui sont donnés, que ce soit avec ou sans raison médicale, finalement, dans les premiers jours, un allaitement un peu fragile, soit la mère, elle dit « Oh, ça va pas, donnez-moi des biberons », soit le médecin, il dit « Ouh là là, faut lui donner des compléments ». Et finalement, si on a parlé de l'expression manuelle anténatale, si la mère a des seringues congelées, on évite ça. Donc, ça fait partie un peu des pistes d'évolution pour les maternités qui ont envie d'avancer et d'aider au mieux. Et je crois que tu as répondu à toutes nos questions, plus encore. On adore. Franchement, j'adore. Tu fais trop la sage sur l'allaitement. Ce que je dis, elle est trop cool.
c'est vrai que moi, c'est mes pratiques quotidiennes, en fait. Donc, Non, mais t'es trop intéressante. Enfin, il y a 1 an, c'était vraiment ça. Moi, donc, j'explique, c'était une soirée pour notre association où moi, je ne connaissais personne. J'avais fait la route du Touquet pour aller à Lille. Et je crois que je t'ai dit bonjour. Et en fait, j'ai fait ce que je fais quand je connais personne. Je fixe une personne et je la quitte pas. Donc, c'était toi, c'était cool. C'était hyper intéressant. Mais du coup, je me suis mise à côté à table. J'arrêtais pas de la suivre et tout. Mais du coup, c'était trop bien. Depuis 10 ans à Alette Écoute, je connais pas non plus tout le monde. Donc, c'était sympa de se rencontrer. C'était un profil différent aussi de l'hospitalier, de la sage-femme hospitalière. Donc, c'était intéressant. Je suis un peu un ovni dans ce monde. Ouais, t'es la seule pharmacienne. Je suis la seule pharmacienne. Oui, mais tant mieux, on est content d'avoir. Oui, du coup, j'avais un peu un sentiment d'imposture parce que vous faites, la plupart de vos carrières sont vraiment orientées 100% allaitement. Et moi, moi, en vrai, je vis dans une ville où les gens ont 70 ans. J'ai un podcast. Oui, mais tu peux quand même être dans le soutien de l'allaitement pour celles que tu croises et le podcast. Merci vraiment beaucoup pour ton temps, pour tes réponses, puis globalement pour tout ce que tu fais pour les mamans à Arras, tout ça, c'est trop bien. On vous encourage à aller accoucher à Arras. Baby boom à Arras, les gars. Baby boom à Arras. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'accompagner ces petites mamans. Merci Caroline pour toutes ces explications claires, rassurantes et passionnantes. Vraiment, c'est un sujet sans fin, je trouve. Le recueil du colostrum en anténatal reste une pratique encore peu répandue, mais qui peut être d'une aide incroyable dans certaines situations. Ce n'est pas une injonction ni une étape obligatoire de la grossesse, bien sûr, c'est une option, un outil de plus pour les familles, pour les mamans, qui peut apporter sécurité, douceur et confiance. Si vous envisagez de le faire, parlez-en à votre sage-femme ou à une consultante en lactation. Vous n'avez aucune obligation, seulement le droit d'être informé pour décider de ce qui vous convient. Et comme toujours, souvenez-vous, vous faites de votre mieux, vous faites déjà très bien. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.